Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue sur les ondes de Canal M à l'émission Porte-Parole. Avec l'émission, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Le grand Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais plutôt ce que nous apportons à la vie. » Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. Julien Lacroix, merci d'être là. Ben, merci à toi de l'invitation. Ouais, ça met la barre haute, on dirait. Pourquoi? Ben, je sais pas, faut être pertinent. Toujours... Voir si tu l'es pas. Ben non, on dirait, faut toujours que je me ressente, là, il faut parler, tu sais, en tant qu'humoriste, disons, ouais. La ligne est mince, des fois, OK, je tombe dans le personnage puis faire des blagues, avec toi, c'est facile, puis en plus, j'ai confiance, justement, non, au contraire, je veux être dans l'humain, puis voilà, mais c'est un gros travail, donc, que j'ai eu dû à faire les dernières années, on dirait me recentrer, OK, ouais. Voilà, tu sais, prendre 2 minutes, puis, mais là, je suis là. Bon, mais tu sais, tu peux l'être humoriste en tant que fils de humoriste ouais. qui était capable d'être dans l'humour et être dans la vulnérabilité puis dans l'émotion. Je veux dire, tu as le droit aux deux avec moi, puis pour la prochaine heure, tu peux faire des jokes, tu peux t'amuser. T'es pas le dernier humoriste qu'on va recevoir ici, on en a eu d'autres, puis c'est le fun de savoir que mais t'es capable des deux. Ben 100%, puis c'est drôle, j'ai lu la biographie de ton père, puis je me suis reconnu à plein de moments parce que je pense on se camoufle à travers derrière l'humour par moment, même si c'est une façon de passer à travers plusieurs étapes. Il y a plein de fois où j'ai vécu des trucs puis que je l'ai banalisé sur le coup en riant pour essayer de passer à travers, puis que c'est après coup que je réalisais ou que je le vivais pour vrai. Mais ouais, fait que voilà, l'humour est important, mais ça reste qu'il faut rester concentré aussi sur l'intérieur. Ben ouais. Bien centré. Mais ça s'apprend, ça, l'intérieur. Puis tu sais, si je vais te poser la question, puis je vais y revenir avec la mienne, mais tu dis que tu as lu la biographie de Papa Pleurer. Ouais. À quel moment ou à quel sujet tu trouves qu'il y avait beaucoup de dénominateurs communs entre mon père et toi? Ben, il y a plusieurs... C'est parce qu'il y a plusieurs aspects, puis tu sais, ça reste, c'est un monument, puis qui s'est rendu aussi, je pense que c'est plus vieux, veut pas, qui a pris la décision, puis c'est une autre époque, là, qui a pris la décision d'arrêter de consommer, puis même de demander de l'aide. Je pense que l'aide est un petit peu venue avec, ben là, c'est la mort ou c'est... Mais je me revoyais même à travers quand il est à l'hôpital, puis qu'il décide de sortir pour aller consommer, de faire aussi, à un moment donné, c'est quoi la solution à travers tout ça, de faire qu'il y avait une fuite aussi à travers beaucoup de spectacles, faire des shows, être sur scène, c'est là où il était bien. Moi, il y a une époque où je ne vivais que pour le 1h30 sur scène, littéralement. D'après ça, de réfléchir, puis de faire, c'est tout ça l'essentiel. Je pense que la vie, c'est l'équilibre. Donc, de pas balayer complètement le travail, que ça reste important parce que je pense qu'on s'accomplit comme humain à travers le travail, à travers, c'est ça, des réalisations, mais de trouver un équilibre là-dedans. J'ai trouvé ça inspirant aussi, justement, parce qu'il y a quelque chose du milieu artistique qui, moi, me fascine, probablement dans les biographies aussi de cette époque-là. Là, je trouve ça beau à voir, de décrire aussi l'ambiance qu'il y avait. C'était l'époque des cabarets, c'était plus trash et tout, mais reste que quand tu commences en humour, t'es dans les bars, tu fais des shows d'un bar, t'es payé en bière, il y a quelque chose d'euphorique là-dedans. Ton horaire dépend complètement de ça. Moi, j'ai délaissé complètement des amitiés puis des gens très, très proches, même de la famille pendant un moment, parce que j'étais focus que sur le travail, que sur les spectacles. Puis c'est quand, justement, tu pognes un creux de vague avec le travail, que là, tu te retournes puis tu fais « Oh shit! » Ils sont où les autres? Ben, t'en as pas pris soin, fait que voilà. T'as dit le mot équilibre tantôt. S'il y a un métier qui permet un équilibre, c'est pas nécessairement le showbiz. On pense pas à carrière dans le showbiz et équilibre parce que t'as des semaines de 80-90 heures où tu te pognes le beigne pendant des semaines et des semaines. C'est rare qu'on trouve un équilibre et une harmonie dans notre carrière. Ben 100%, puis j'ai réalisé sur le tard
que l'équilibre, c'était à refaire à chaque matin. Tu sais, dans ma tête, là, hier, j'ai passé du temps avec les enfants, on a eu du fun, j'ai fait les brassées de lavage, j'ai préparé, j'ai écrit un peu même l'après-midi pendant la sieste. Ça, c'est une journée qui est bien équilibrée pour moi. J'ai fait du bien à toutes les facettes de moi. Puis le lendemain, c'est à recommencer. Fait que c'est un effort constant d'aller faire du sport, d'aller faire, de bien manger. Donc, ça reste que c'est à recommencer à chaque jour. Fait qu'il y a quelque chose de... je me suis établi une certaine rigueur dans garder l'équilibre. Puis effectivement, le milieu artistique, je pensais que le fait d'arrêter de consommer, le fait de plus jamais vouloir que le travail prenne 100% de ma vie allait naturellement équilibrer tout ça, mais non, parce que reste que si tu fais rien dans ta journée ou dans ta semaine pour faire avancer les trucs, il n'y a personne qui t'attend avec « Hey, viens, sur un plateau d'argent, on t'a écrit un spectacle, on a booké des salles, on a préparé un rôle, on t'a écrit un roman. » Donc, tu es un peu obligé d'être constamment en train de faire évoluer tout ça sans en devenir fou, mais autant c'est une passion, autant c'est aussi ce qui met du pain sur la table. Ça devient des fois un peu anxiogène. Oui, puis tu sais, on va le dire tout de suite, Maude Sabag, qui est ta douce, qui est la maman de tes deux garçons, c'est une personne qui est importante dans ma carrière. On a fait la série Face à la rue ensemble, donc on partage une belle amitié ensemble, Maude et moi, et en plus, c'est ta conjointe. Vous êtes deux hyper travaillant, vous êtes populaire, vous êtes en demande. Alors, c'est sûr que c'est doublement plus demandant la quête de l'équilibre quand vous êtes tous les deux avec des horaires des fois très chargés, parce que Maude, elle est sollicitée comme réalisatrice. Oui, vraiment. Puis, je trouve ça tellement intéressant parce que les deux, on s'apprend là-dedans. Autant Maude est un petit peu plus vieille en âge que moi, autant elle travaille en télévision, elle est réalisatrice, donc il y a quelque chose qui est moins dans son contrôle dans la mesure où elle se fait appeler pour des projets. Maude elle est chanceuse puis talentueuse, puis elle se fait énormément appeler, mais reste de doser ça, de faire comme « Hey, si je ne prends pas ces contrats-là, qui dit que je vais en avoir demain? » Donc, puis elle est habitée par la peur aussi d'en manquer. Du travailleur autonome, et moi de mon côté qui doit créer constamment des projets pour pouvoir les réaliser. Mais on s'apprend surtout avec des enfants à justement se nommer « OK, je pense que là, t'es un peu irrationnel. » Puis on l'est tous irrationnels des fois en pensant que c'est la fin du monde, en pensant que ce projet-là ou ce texte-là ou ce rendu-là, ce montage-là, peu importe, ça prend 100% de ta tête. Puis on est capable maintenant de se dire hey, « Oh, ça va là. » Puis je vous dis ça, puis pas plus tard qu'il y a quelques jours, les gars, il y avait la gastro, puis ça a complètement fucké notre semaine. Mais on était capable de se parler, puis de faire comme, OK, gars, vas-y le matin, toi l'après-midi, il n'y a rien qui est la fin du monde. Puis oui, cette amitié-là de Maude et toi, je pense que les deux, autant carrièrement parlant que humainement parlant, ça vous a apporté beaucoup. Puis c'est ce qui a fait aussi qu'on s'est rencontrés plus rapidement, toi et moi, puis tu as eu participé fortement à mon rétablissement parce qu'en 2020, quand j'étais au bout du rouleau, disons, Maude, elle a eu le réflexe de te lâcher un petit coup de fil puis de faire « Je pense que Julien doit rentrer à Jean Lapointe. » Ça a pris quelques heures puis tu m'as aiguillé là-dedans, donc je te dis merci pour toujours pour ça. Ça voulait dire énormément. Puis je continue sur cette lancée-là parce que c'est spécial parce que comme Maude avait fait Face à la rue, qui est quand même... les personnes en situation d'itinérance ont des problèmes de dépendance souvent, qui peuvent paraître vraiment intenses et élevés, mais qui au final se ressemblent à... Les dépendances en général, c'est un peu tout le temps les mêmes patterns. Donc rapidement, elle a compris, puis elle a eu plus d'empathie pour les problèmes que je pouvais avoir en dépendance que moi-même, parce que vous en aviez tellement parlé, vous avez vécu sur place, vous avez parlé avec des intervenants, vous avez parlé avec des dépendants. Donc, c'est elle qui m'a amené des réflexions ou d'aller chercher de l'aide ou de comprendre des trucs parce qu'elle l'avait vécu. Fait que je sais qu'encore aujourd'hui, cette série-là résonne sûrement chez beaucoup de monde. T'sais. C'est beau ce que tu me dis là, ça me touche. Je suis ému. Puis, c'est comme si quelque part, la série Face à la rue avait permis à Maude de s'ouvrir à une réalité qui lui est arrivée par ricochet à cause de toi. Ouais. Alors, veux pas, tu sais, on parle d'équilibre dans une carrière, dans un métier, et avec des médicaments, entre guillemets, qui nous permettent de parfois
gérer le trop-plein d'émotions ou le vide affectif. Visiblement, l'addiction à laquelle tu fais référence, c'était une béquille, un médicament, un exutoire. Tu vois ça comment, avec un peu plus de recul maintenant, la consommation dans ta vie? Mon Dieu, il y a tellement d'aspects. Je pense que je vais recommencer de loin, si on veut. Je pense que j'ai rapidement, dans les autres 12-13 ans, voulu geler quelque chose. J'ai dû... J'ai 3 frères plus jeunes, puis rapidement, j'ai dû prendre responsabilité dans la famille, devenir un peu un parent auprès de mes frères et tout. Puis ça, c'était, disons, à la maison. Puis le soir, le vendredi, samedi, c'était je sortais le méchant, comme j'appelais, puis je me défonçais solide, ce qui était un genre d'exutoire. Après ça, effectivement, c'est devenu une béquille parce que c'est devenu ma personnalité, si on veut. Tu sais, un des trucs qui m'a le plus marqué en sortant de thérapie, c'est que j'ai dû redéfinir à 100% qui j'étais, parce que dans ma tête, j'étais là de party puis un humoriste. Mais là, tu peux plus faire d'humour puis tu n'as plus accès au party comme tu le connaissais. Fait que j'ai fait, mon Dieu, mais là, je suis sorti à 27 ans. J'ai fait, mais 27 ans, hein, ça fait la moitié de ma vie que je suis ça pour moi. Wow. Qui je suis? Puis encore plus dans le cercle de tout ça, c'est... Je montais pas sur scène sans avoir bu une bouteille de vin. Je faisais pas un gala, une apparition sans avoir bu X nombre de consommation. Fait que de faire aussi, mon Dieu, puis l'autre, ma passion, entre parenthèses, est-ce que je l'aime vraiment? Parce que je l'ai jamais connue à jeun, cette passion-là. Ah, wow. Fait que je pense que ça donnait du courage, ça me permettait du faux courage, là, mais ça me donnait, je pense que j'avais un manque de confiance, puis c'est ça, je pense que ça m'a poussé à aller faire des trucs que... Ça m'a donné confiance pour faire ce métier-là, puis monter sur scène, puis aborder des sujets, aller faire des entrevues, le stress qui venait avec. Puis je pense que ça a été un échappatoire plus jeune en faisant « OK, je veux fuir ma réalité, je vais partir sur des dérapes », puis... ça a défini qui j'étais pendant tellement longtemps. Là, t'es abstinent depuis à peu près 5 ans? 5 ans, ouais. Wow! Ouais, c'est vraiment spécial. En sortant, puis là, je parle beaucoup, là, mais... Ben, j'espère, t'es mon invité. Oui, mais non, gêne-toi pas si je vais pas à bonne place, mais quand je vais donner des ateliers auprès des jeunes, je leur dis tout le temps que c'est comme une peine d'amour. Puis c'est bizarre parce que des fois, ils n'ont pas vécu, des jeunes encore, la première peine d'amour qui fait un peu mal. Mais je me souviens qu'en sortant de la maison Jean Lapointe, justement, j'y pensais à chaque seconde, autant à la consommation que qu'est-ce que je vais faire. J'appréhendais toutes les situations où j'étais habitué de prendre un verre ou de consommer. Ce qui était même pas le cas avant. Genre, j'y pensais jamais autant. Puis là, le fait de me dire que de vivre l'arrêt complet, là, j'y pensais constamment, comme quand tu te sépares d'une première peine d'amour. Puis là, je pourrais jamais vivre sans cette personne-là. Mon Dieu, je vais mourir si je suis pas avec cette personne-là. C'est tout pour moi. Je suis rien sans elle. Qu'est-ce que je vais faire? Puis là, toutes tes pensées tournent autour de la même personne. Tout. Puis quelqu'un m'avait dit, attends, le temps fait les choses, tu vas voir. Puis comme de fait, à un moment donné, tu y penses un petit peu moins, comme une peine d'amour. Là, tu fais, ah mon Dieu, ça fait une journée que j'y ai pas pensé. Puis là, ah, ça fait une semaine. Ah mon Dieu, j'y ai pas pensé pendant un mois. Puis ça devient naturel. Puis là, à un moment donné, tu recroises cette personne-là quelque part, ou tu recroises la consommation. Puis là, tu fais comme, ah, mais c'était quoi cette relation toxique-là? Ouais. Puis souvent, tu es nostalgique de moments qui ont existé, mais qui sont tellement courts, si tu compares avec toute la merde autour, puis tu sais, ça fait, quand tu te sépares, t'es comme, mon Dieu, je m'ennuie de quand on allait au restaurant, ouais, mais ça fait 3 ans que vous faisiez juste vous engueuler, là, le restaurant, là, c'est il y a 4 ans, puis ça a été votre deuxième date, là, on peut s'en revenir? Fait que j'ai un peu cette vision-là avec la consommation. Ouais, puis tu sais, c'est un deuil. C'est un deuil des sensations, c'est un deuil de l'engourdissement, c'est un deuil d'un mode de vie qui, effectivement, amène des bienfaits à court terme, mais l'addiction fait que les conséquences sont épouvantables, mais qu'on continue les mêmes comportements tout en sachant très bien que hey, c'est pas bon pour moi, mais on continue. Alors, avec le recul, la thérapie, 5 ans d'abstinence, t'es capable de monter sur une scène à jeun maintenant? Oui, puis ça a été mon plus... je n'avais parlé avec Maude aussi. J'ai débuté en faisant 2 petits shows cachés qui étaient pour
personnellement, voir si j'aimais ça. Mhm. Aussi gnochon que ça pouvait être de faire « Hey, je vais remonter à jeun. Je sais que mes textes sont pas à point. Je sais que c'est une petite salle de 25 personnes, que tout n'est pas maximisé pour avoir du plaisir, mais je veux juste faire l'essai, voir comment je me sens sur scène. » Puis j'ai été soulagé parce que j'ai eu vraiment du fun, j'étais plus en contrôle et tout, puis c'est de réapprendre carrément le métier pour vrai. Mais j'ai adoré ça, puis une chance. Je suis heureux là parce qu'à chaque soir que je monte sur scène, j'ai un vrai plaisir où je suis présent aussi à 100%. Et un buzz naturel qui est intense pareil. Oui. Parce que le rush d'être applaudi, standing ovation, de faire rire les gens et de toucher les gens parce que t'es capable d'aller dans l'émotion, c'est le fun en maudit de l'autre bord là, du micro là, quand tu ressens ça. Vraiment, mais pour retourner dans l'équilibre, c'est spécial parce que je fais à peu près 2 shows semaine, disons. Mm-hmm. Puis il y a dans le processus du spectacle que je roule en ce moment, il y a un moment où j'en avais 4 shows dans une semaine, ce qui était la norme avant, parce qu'avant, je pouvais faire 7 shows semaine, littéralement tous les soirs, jouer 2 fois, courir d'un comédie club à l'autre. Puis j'ai pas aimé ça, 4 shows. Je suis arrivé au 4e spectacle, puis j'ai fait « Ah, tu vois, c'est trop. J'aime pas ça, ça me rend pas bien, ça me ramène dans un genre d'épuisement. Mm-hmm. Puis je me suis dit « Gars, je vais mettre moins de shows. Je vais en mettre 2, je vais en mettre 3, mais je le vois que c'est mon maximum pour être capable d'être un bon papa, un bon chum, un bon humain en général. » Donc, ça m'a ramené, mais c'est fou. Le petit sentiment de « Oh mon Dieu, OK, je connais cette ligne. » Je peux considérer quelqu'un qui a déjà fait un burn-out ou quelque chose comme ça, là, quand il se remet sur une ligne de « Oh là, je suis à mauvaise place, puis je connais ce chemin-là, je vais revenir. » Donc, voilà. C'est un discours que j'entends pas beaucoup de la part d'un jeune homme comme toi qui vit dans le métier où l'humour, tu le sais, il y a des gros salaires, il y a des grosses années de fou, il y a des grandes périodes d'intensité puis d'applaudissements, mais tu es déjà en train de te dire, moi, là, c'est l'équilibre qui est au centre de ma vie. Je suis un père de famille, je suis un conjoint, j'ai 2 garçons, mais j'ai aussi une carrière que j'aime, mais je peux tout perdre si je dérape. Ouais. Ben, je le disais un peu plus tôt, mais le travail était pour vrai 100% de ma vie. Mes amis étaient dans l'humour, mais mon matin, mon midi, mon soir, j'étais en tournage, en écriture, en spectacle. Mes cercles sociaux, ceux qui avaient pris mes mentors, mes parents par substitution, tout était que le travail tout le temps. Qui a été une période de vie, pour vrai, où il n'y a vraiment pas que du négatif. Non. C'est juste qu'au moment où, justement, tu tombes, puis que tu regardes autour, puis tu fais « Qu'est-ce qui reste? » C'est égoïste, mais je me suis dit, plus jamais je veux tout mettre mes œufs dans le même panier parce que c'est pas viable. Puis, je suis content de l'avoir vécu tôt dans la mesure où la vie est longue. Elle est belle, elle est longue. Donc, je veux garder... Je veux toujours me souvenir ça, parce que c'est facile aussi de dire ça quand je redémarre un peu la machine, puis que le jour où, oh mon Dieu, OK, là, on veut que je sois partout et compagnie, de savoir dire non, je pense que ça va être important pour me rester groundé. T'as-tu un gérant? As-tu un agent qui t'aide à prendre des décisions puis à gérer ta vie? Professionnel, je parle. Oui, parce que Maud est là. À vrai dire, je produis mon spectacle seul, mais j'ai engagé, c'est un peu terme weird, mais j'ai engagé des gens avec qui je travaille pour monter le spectacle, pour produire les vidéos, pour booker le show. Donc, il n'y a pas une décision qui se prend sans qu'on en parle ensemble. Puis, voilà. J'ai toujours aimé ça. Tu sais, de me faire challenger, on dirait, moi, j'aime que la meilleure idée gagne. Ouais. Même si c'est pas de moi, on s'en fout. Je veux que la meilleure idée gagne parce que au final, je suis le produit. Je sais que c'est pas beau à dire, mais je suis le produit qu'on vend en vendant des billets, en présentant des capsules, en faisant de l'humour. Donc, je veux que le meilleur pour tout ça. Puis maintenant, je prends quand même plus le temps de méditer sur chaque décision. Avant, j'étais plus impulsif, puis c'est go, on fonce, puis on le fait. Là, il y a quand même quelque chose que je fais, OK, c'est ça que je veux vraiment, je trouve-tu que ça me ressemble, je trouve-tu que c'est dans la lignée de ce que j'ai envie de dire. Donc ça, c'est quand même plus facile quand tu prends le temps de méditer là-dessus. Écoute, en 2020, tu rentres en thérapie à la Maison Jean Lapointe pour une période de 3 semaines. Tu vis une pause au niveau du travail forcée. N'importe qui veut googler Julien Lacroix, vous allez avoir toutes les informations sur Google. Vous savez, vous allez deviner pourquoi.
c'est pas tant l'intérêt de parler de ça, mais de voir comment de l'intérieur tu l'as vécu, ça, Julien, d'être en thérapie, de sortir de là et de te retrouver sans contrat. Il y a quelque chose de vraiment spécial parce que en mars 2020, quand est arrivée la pandémie, j'étais soulagé. J'étais tellement brûlé. En 6-7 mois, on avait sorti un one-man show. On était rendu à 120 000 billets vendus. On venait de sortir un film avec Adib qui s'appelait Mon ami Walid. On venait d'animer un gala juste pour rire. Puis j'en passe. Là. Il y avait 1000 projets en même temps à écrire et tourner une série qui s'appelait Projet 2000. Fait que tout ça en même temps, quand est arrivé mars 2020, il y a un fond de moi qui était soulagé de faire un break forcé. J'ai même pas à dire non. Tout le monde est en pause. Puis il y avait plein de trucs qui se faisaient. Tu sais, hey, on va faire un spécial Zoom. Puis j'étais comme, hey, moi, je veux une pause complète. J'en peux plus. J'ai besoin de ça. Puis après un moment, OK, bon, tu considères te recharger les batteries. Puis les patterns reviennent. Puis là, t'es comme, OK, bon, je suis rechargé. Là, on repart à l'attaque. Arrive juillet 2020, pause forcée. Je rentre à la maison Jean-Lapointe. Je savais pas à quoi m'attendre non plus. Je savais pas c'était quoi. Puis c'est drôle parce que c'est ce que je dis aussi aux jeunes qui rentrent en thérapie. On s'imagine beaucoup quelque chose un peu prison, un peu militaire, un peu du grillage, puis t'es dans ta chambre 206, ouvrez les portes, puis tu sais, de la moulée à manger. Fait que moi, j'ai été agréablement surpris, vraiment. Ben là, vous avez déménagé, non? Pas encore. Pas encore, mais c'était dans le Vieux-Montréal, fait que déjà, il y a quelque chose de très propre et beau, puis on rentre, puis t'es tellement accueilli probablement par des intervenants qui, OK... T'es pas dans Shawshank Redemption, là. Non. C'est pas une prison. Non, c'est zéro une prison. C'est des intervenants... ça pourrait être des amis, là, tu sais. Puis même, c'est drôle parce que j'ai recroisé beaucoup de monde là-dedans. Les lieux sont propres. La bouffe est fucking bonne. Oui, en plus. Et c'est soft comme approche. Okay, au niveau de, tu sais, les 12 étapes, le mode de vie sans alcool, sans consommation. Mais c'est une approche dans la bienveillance, dans l'amour. On n'est pas dans la confrontation. On n'est pas dans on va te brusquer puis on va te casser. Parce qu'il y en a que c'est plus ça. Il y a des thérapies qui sont comme ça. C'est ça. Parce ça existe. Et ça fonctionne pour certaines personnes. Ça se peut... Mais pour moi, ça n'aurait pas marché. Ben, moi non plus. J'avoue que j'aimais l'idée là-bas, justement, qu'on te prenne un peu par la main, mais qu'on t'explique. Moi, je dis toujours que c'est un accéléré parce que je partais tellement de loin en faisant c'est de quoi là, arrêter de consommer. OK, je peux pas y aller avec modération. OK, c'est ça. En tout cas, donc, c'est un accéléré. Puis le fait aussi d'avoir des partages à tous les soirs. Autant, il y a des fois, j'étais comme, mon Dieu, j'ai-tu rien à voir avec cette personne-là? Mais à chaque soir, je me notais une phrase qui avait été dite par la personne qui venait faire le partage en faisant ça, je relate à ça. Parce que je pense que c'est drôle parce que ça ramène à l'humour. Tu sais, en stand-up, ce qui est important, c'est que la personne relate à ce que tu dis pour après ça venir puncher. Parce que si tu pars dans une chire que personne s'identifie, ben tu perds le monde. Puis avec les intervenants, à chaque soir qui venaient partager, je me disais tout le temps, cette phrase-là, je peux l'appliquer, je la comprends. Puis... Peu importe si la personne a consommé la même affaire que toi, peu importe si la personne vient d'un milieu totalement différent, on parle de la souffrance, on parle de l'addiction et on parle de la résilience puis de la rédemption. Et ça, tu peux accrocher à ça. 100%. Donc, à chaque fois, je sortais avec une phrase que je me notais parce que j'étais comme, c'est important, je veux m'en souvenir. Puis, voilà, fait que je suis sorti de là. Ça, c'est spécial aussi parce que quand tu sors, il y a quelque chose... l'éléphant, non, rose, pink. Pink cloud. Oui, ça, voilà. T'es comme sur le nuage rose de « Hey, c'est-tu le fun, la vie est belle, je consomme plus, t'es sur un high. » Puis t'écoutes, dans ta tête aussi, tout le monde a eu la même thérapie. Fait que tout le monde part à la même place. Bon, hey, tout le monde, je suis malade, c'est une maladie, vous comprenez ça, regardez ça, mon Dieu, il y en a qui rechutent. Puis au final, non, parce que là, tu pars, tout le monde est à... Eux autres continuent les gens à l'extérieur continuent leur vie. Donc, tu pognes ton 2 minutes. Mais j'ai trouvé ça, encore à ce jour, je trouve que c'est l'affaire la plus importante dans ce parcours de sobriété-là. Puis après ça, de continuer aussi parce que il y a quelque chose, on te dit des trucs là-bas, dont, tu sais, continue à faire attention à toi, demande de l'aide rapidement, fais des meetings. Puis moi, je suis quelqu'un de studieux quand même, fait que j'ai appliqué ça, puis j'ai vu... que ça a fonctionné. La méthode fonctionne. Oui, c'est ça. Je me dis toujours, c'est des gens qui ont de l'expérience. Fait qu'à chaque fois, c'est ça. Et on a affaire à des professionnels de la dérape. On a affaire à des professionnels qui en ont fait des niaiseries, souvent pires que les nôtres. Et moi, en tout cas, quand je fais des meetings puis quand je parle à mon parrain, je peux me dévoiler dans mes pires comportements, dans mes pires fantasmes, dans mes pires idées parce que le gars qui est là en face de moi, il en a fait
sinon des pires, tu comprends? Alors, c'est le fun dans le mouvement des ressources anonymes de savoir qu'on peut compter sur l'un et l'autre. On est ensemble. Puis, dans notre métier, dans le showbiz, on est une Christie de gang de dépendants, puis de malades, puis des personnes qui ont eu des problèmes d'addiction. Je veux dire, regarde, tu le vois dans des salles de meeting, tu reconnais tel gars, telle fille. Ah oui, toi aussi? Ah, toi aussi? Ben oui, mais on n'en parle pas parce que c'est anonyme. Oui, ben 100%. Mais si on compare, disons, je trouve que les comment tu dis, les anonymes... Les ressources anonymes. Les ressources anonymes, ce qui est magnifique, c'est effectivement, il n'y a pas de... Quand je suis rentré là, puis je pense que je suis pas tout seul, qui s'est dit, je suis différent. Mm-hmm. Je suis rentré en me disant, non, moi, là, c'est plus fucké que les autres. Non, moi, vous comprenez pas, je fais ça parce que ma tête va trop vite, puis je suis spécial, puis... Mm-hmm. Rapidement, que ce soit le gars en toiture, que ce soit la fille qui travaille à Hydro-Québec, que ce soit... On pense toute la même affaire, puis on arrive là avec tous les mêmes genres de problèmes. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant, ça te ramène sur Terre, puis tu fais, OK, on part tous d'égal. Ouais. On est tous là, à la même place, pour la même chose. Donc, il y a quelque chose de très réconfortant. Après ça, le milieu artistique, c'est peut-être moins... tout le monde ensemble pour le mieux. Oui, c'est vrai. Des fois, c'est ça, voilà. Oui, mais dans le métier... J'en ai rencontré tellement de gens qui souffraient de la même maladie qu'on a, tu sais, de l'addiction au sens large, et qui me démontrent dans leur quotidien que c'est possible d'avoir des grandes carrières, d'avoir du fun, d'avoir des plaisirs, puis de faire des parties sans consommer, et en vivant des highs, mais en les gérant mieux. Ben oui, puis je pense que c'est beaucoup de gens... Je pense que quand tu vis une étape dans la vie, en général, ça t'apporte une certaine sagesse. Mm-hmm. Puis je pense que si ces personnes-là ont décidé d'arrêter de consommer, c'est que visiblement, ils ont eu des réflexions par rapport à leur histoire. Mm-hmm. Puis ça, c'est vrai que quand tu as des discussions avec ces gens-là, ils ont pris le temps de réfléchir à tout ça. Ah oui. Puis je te dis ça, puis sans le nommer, mais pendant que j'étais à Jean-Lapointe, il y a quelqu'un du milieu artistique qui est venu me voir là-bas parce que tout le monde était comme un peu... OK, c'est la première fois qu'on vit ce genre d'événement-là. Puis moi, je cherchais un petit peu mes repères. Parce que j'étais comme, OK, c'est beau, mais qu'est-ce que je fais? Puis là, hein? Puis il y avait quand même... Cette personne avait pris le temps de venir me jaser pendant un bon 2 heures. Puis ça a changé aussi une facette de mon parcours. Donc, je retire un peu ce que j'ai dit quand même. Tu sais, t'imagines-tu 2 secondes... ça va être ma dernière question avant d'aller à la petite transition musicale. Mais est-ce que tu imagines... être papa de 2 magnifiques garçons, d'être le conjoint d'une fille extraordinaire encore sur le party? C'est impossible. Impossible pour plusieurs raisons. Je sais même pas côté, on ramène ça à la base, mais côté patience, sommeil, puis présence d'esprit, ce serait impossible. Côté aussi culpabilité, côté exemple, je viens d'une famille où il y a beaucoup de consommation, puis je m'étais toujours dit, hey, j'irai pas dans cette direction-là. Puis à un moment donné, je me suis réveillé, puis j'ai fait tabarnak, j'ai pris la même direction. J'ai envie de montrer autre chose à mes garçons. J'ai envie de... Tu sais, il y a beaucoup ça, des fois, il faut faire attention avec les gens qui arrêtent de consommer en faisant... Moi, j'ai compris. J'ai jamais envie d'être là-dedans parce que j'ai rien compris encore. La vie est continue. Mais non, ce serait impossible pour moi. Puis je pense que de rechuter un jour, la culpabilité envers mes 2 garçons et ma blonde serait très, très forte si c'est pas la culpabilité et la déception envers moi là, serait assez dur à vivre. Ouais, ça fait mal, ça. Ouais. C'est drôle parce que pendant que je t'écoute, je vois aussi tout ce que moi j'ai vécu avec mes parents, tu sais. Puis de voir que, OK, ben là, j'ai un Jean Lapointe en devenir. Tu sais, mon père a déjà eu ton âge. Il est allé faire sa thérapie. Et quand papa est sorti de thérapie, ce qu'il avait à offrir à son entourage, c'était une version améliorée, mais aussi dénudée, débarrassée de... Et je peux te dire, comme enfant, tu votes en crise pour ton père. Tu comprends? Ouais. Tes gars, Maude, on vote pour toi, tu sais. On mise sur toi, on mise sur ta rédemption et on y croit. Et ça donne du gaz. Ça donne du gaz, effectivement.
puis ça te pousse à faire les choses. Je pense de ne pas décevoir, je pense que tu te mets de la pression à toi, c'est bien. Ouais. Tu sais, je prends cette pression-là, même si je le fais pour moi en premier lieu. Mm-hmm. Mais cette petite pression-là, je l'utilise pour continuer à prendre soin de moi. Wow! Aïe, aïe! Une demi-heure passe vite, hein? Déjà? Merci, c'est pour vrai. C'est cool, hein? T'es bon. C'est fun. Puis toi, t'es généreux. Ce généreux-là, ben, c'est Julien Lacroix qui nous donne une belle première demi-heure. On fait une petite transition musicale et on revient tout de suite après pour la suite de l'émission Porte-Parole. Ici Jean-Marie Lapointe, vous écoutez Porte-Parole sur Canal M et notre invité aujourd'hui, Julien Lacroix. Julien, avant de poursuivre avec le chapeau avec les petites questions mystères, je vais être très ému parce que s'il y a quelque chose qui m'a marqué de toi et de Maude, quand papa est décédé en novembre 2022, tu vivais secrètement une difficulté avec Maude, avec ton petit espace privé, et t'es venu affronter des journalistes en faisant la visite à l'église où on avait une chapelle ardente. Et s'il y a quelqu'un que je m'attendais pas de voir, c'était toi. Et je me suis dit, ce gars-là, il s'en vient voir des journalistes, il va avoir des caméras, il va se faire poser des questions. Ça, là, outre le fait que tu sois venu avec Maude, pour me supporter, tu supportais quelque chose aussi. Tu avais un fardeau que tu traînais. Et je me dis, shit, que ça, là, t'as marqué des points. Je voulais te dire un gros merci. Ben, c'est tellement drôle que ta vision, ce soit celle-là, parce que moi, effectivement, ça faisait 2 ans et demi que j'étais reclus, disons. Puis, je voyais pas vraiment la suite. Je voyais pas un peu, tu sais, je voyais pas, c'est ça, on dirait, tu sais, il n'y a pas d'équipe de marketing, il n'y a pas d'équipe de PR, il n'y a pas de tout ça. Justement, à ce moment-là, c'était, hey, je me recentre, comment je feel, comment je me sens, auprès de qui j'ai envie d'être, les humains avant tout. Ouais. Puis, Maude, je savais qu'elle y allait, je savais que ça me faisait de la peine parce que je voulais être là. Ouais. Tu le sais à quel point tu as été important. Ton père a été important. Je voulais y aller aussi avec Maude. Puis, je me souviens d'être devant, puis d'angoisser, stressé. Mais je me souviens d'être rentré, je t'ai vu. Puis là, il y avait une petite file quand même. Ouais. Puis quand je me suis approché, on s'est fait un câlin. Puis tu sais même pas à quel point c'était ça où je tombe à terre. De stress, d'angoisse, de panique. Parce qu'effectivement, il y avait des journalistes, il y avait... Tu sais, il faut se souvenir aussi qu'en 2020-2021, il y avait les masques. Tu sais, de sortir dehors, moi, le masque m'a sauvé bien des soucis d'aller faire mon épicerie. Il y avait le masque, il y avait, tu sais, je pouvais me cacher si on veut. Mm-hmm. Mais là, on était à l'air de, OK, on enlève les masques, OK, on commence à marcher la tête haute. J'étais fier du parcours que j'avais depuis ma sortie de Jean Lapointe
Donc, c'est ça. Donc, de me retrouver là avec Maude, puis avec toi, encore à ce jour, c'est marqué à vie, cette scène-là, ce moment-là qui veut dire énormément pour moi, pour Maude, puis d'entendre que pour toi aussi. Ah, tellement. C'est significatif, puis c'est drôle parce qu'on se croise pas à chaque 2 jours, non. Mais c'est des moments comme ça que je peux identifier sur l'autoroute de la vie. Là, devant moi, j'ai la carte, puis que tu as une présence à chaque fois. C'est drôle, hein? Ouais. Ah, ça me touche. Mais tu sais, tu es maintenant porte-parole d'une cause qui a été tellement importante pour moi, le Grand Chemin des ados. Aussi, tu vois, c'est tellement drôle. Là. J'ai été impliqué au Grand Chemin. À l'époque, ça s'appelait les Centres Jean-Lapointe. C'est devenu les Centres Le Grand Chemin. J'ai été un peu leur ambassadeur, porte-parole. J'étais sur le conseil d'administration. Puis là, maintenant, c'est toi. C'est comme si le grand frère qui donnait le flambeau au petit frère disait « C'est à ton tour, vas-y. » Mais quel beau cadeau, quelque part, que autant pour toi que pour les jeunes de t'avoir comme porte-parole. Et toi, quand tu rencontres les jeunes, tu te dis « Ben moi, j'ai une histoire. Je pense que ça peut vous aider. » Mais j'avais même pas... C'est vraiment spécial parce que je suis toujours très gêné de partager. Encore à ce jour, j'estime toujours j'ai pas assez d'expérience ou j'ai pas assez de vécu ou j'ai pas assez de recul pour être capable de donner des conseils ou de parler de mon parcours. Puis, initialement, pourquoi je voulais être au Grand Chemin, pourquoi je les ai approchés en premier lieu pour faire « Hey, je peux-tu faire des activités? » À la base, là, c'était en dessous du radar, là, c'était je veux faire des activités d'impro avec les jeunes. C'est parce que je me disais égoïstement que je peux pas avoir vécu ce genre d'épreuve-là puis que ça serve à rien. Exact. Je me disais, faut que ça veuille dire quelque chose. C'est moi qui va m'arranger pour que dans ma tête, ça veuille dire quelque chose, mais faut que ça serve à quelque chose, faut que je sois utile. Je peux pas traverser ça, que mon entourage traverse ça, que je peux pas, puis que ça serve à rien. Donc, initialement, c'est ça. Je me suis dit, hey, l'art, pour moi, m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Même dans les années où je travaillais pas, puis j'écrivais, puis ça me permettait de me lever le matin puis de faire quelque chose concrètement, créer quelque chose que j'ai relu avec le recul, puis c'est pas très, très bon, mais c'est pas grave. Ça me permettait de sortir le méchant, puis d'écrire, puis de créer. Donc, c'est comme ça que j'ai approché initialement le Grand Chemin. Ils ont 3 centres, un à Québec, un à Montréal, puis un à Saint-Célestin. Puis, c'est des activités d'impro que je fais avec ces jeunes-là. Puis, la partie partage qui, au début, était 4 minutes tellement j'étais gêné de parler de moi puis de mon histoire, a pris plus d'ampleur parce que plus le temps avance, plus j'assume d'être capable de parler de mon parcours. Puis j'ai assez de recul un peu pour dire, regardez, justement, en sortant, vous allez vivre ça, il y a peut-être ça qui va vous attendre. Puis je pense que je relate encore avec eux. Ben oui. Je pense que c'est pas très loin de moi. Même, puis là, je vieillis, mais même l'adolescence ou tout ça, je suis capable encore de relate avec eux, fait que je pense qu'ils s'identifient beaucoup à ce que je leur dis. Puis après ça, l'impro, parce que je sais que veux pas là-dedans, il y a beaucoup de bébites, de gens qui ont des trop-pleins, qui ont de l'énergie à revendre, qui ont un sens artistique, mais qui l'engourdissent avec plein de trucs. Puis je le vois qu'à chaque fois qu'on fait de l'impro, pour vrai, ils sont magiques. Ils sont bons, ils sont forts. Puis à chaque fois, les intervenants sont comme « Tabarouette! X était tellement gêné, j'aurais jamais pu voir le potentiel qu'il y avait à faire ça. » Fait qu'on fait des activités, on rit, on a du fun. On partage au début, on échange à la fin. Et tu fais ça avec les 300 que tu te promènes? Ouais. Ils sont là, eux autres, c'est 6 semaines. Fait que souvent, j'alterne pour pouvoir voir 2 fois le même groupe. Mais à chaque 6 semaines, on fait la rotation, puis je fais les 300. Fait que ça fait à peu près... En tout cas, fait que je les vois une couple de fois par année, chaque centre. Puis, tu le disais tantôt, mais ça me fait vraiment du bien à moi aussi. Je sors de là, puis à chaque fois, je fais « Oh my God, OK. » C'est à ça que ça sert, c'est beau. Puis je me vois dans leurs yeux, là, à chaque fois, je suis comme tabarouette que je me reconnais à cet âge-là. Perdu, cherchant des repères, cherchant c'est quoi la suite, questions existentielles. Puis ce que je trouve beau aussi, ça fait une couple de fois que je croise des parents qui viennent avec leurs enfants visiter les lieux parce que c'est... le Grand Chemin, c'est en 2e ligne. Fait que souvent, c'est l'école, l'hôpital ou peu importe qui fait une première intervention, puis ça fonctionne pas. Après ça, on les réfère au Grand Chemin. Puis je pense que beaucoup ont des appréhensions à faire « Mon Dieu, ça va être quoi comme trou à rat? Si ça va-tu être une prison comme on a mis tantôt? » Puis au contraire, ils viennent visiter, c'est beau, c'est propre, des intervenants qui sont géniaux, qui sont allumés, qui sont à jour aussi. Ouais.
c'est ça. J'ose croire que ça sert à quelque chose. Puis là, le fait qu'on, publiquement aussi, on l'ait annoncé, je pense que le nom résonne peut être une petite affaire de plus, puis qui peut être une référence si quelqu'un se pose des questions. Tu sais, moi, mon but, là, c'est juste à la limite, un parent se pose une question, un jeune se pose une question, va le googler, commence par ça, là, puis déjà, on a une première étape de fait. Le temps au temps. Ouais. Hey, ça a-tu du sens, ce titre-là? Oui. C'est ton spectacle, mais ça... Ouais. Comment t'es venu l'idée de l'appeler comme ça? C'était délicat parce que, justement, t'écris le spectacle, puis moi, le titre vient à la fin, tu sais, de faire l'œuvre. OK, pour moi, l'œuvre, c'est quoi? Puis je cherchais, j'étais comme, non, OK, ça, je veux pas. Tu sais, ça définit aussi une partie de où je suis rendu dans la vie. Je savais que ça allait être repris et tout. Puis je réfléchissais, puis je voyais, c'est quoi que dans chaque numéro ressort, puis le temps. Mm-hmm. Le temps a fait son temps, le temps fait son temps, la patience, la famille, le changement, l'évolution, le passé, le futur, le présent. Donc, le spectacle était une ode au temps. Mm. Puis ça, c'est une phrase que j'ai notée justement un des soirs quand il y a des partages. Mais ouais, le temps au temps. Je pense que la vraie phrase, c'est le temps au temps fait son temps. Ouais. Mais non, je suis fier. Laisse le temps Ouais. au temps faire son temps. Ouais, là. c'est ça, je pense, la phrase officielle. Quelque chose comme ça. Ouais, mais je me le rappelle même souvent. Je suis quelqu'un qui peut par moment être impatient, par moment être impulsif. Je fais, hey, le temps fait toujours son temps, là. Prends 2 secondes. Puis la vie me démontre que c'est vrai. Puis pas juste ça. Si tu regardes dans l'histoire au Québec, les gens qui ont vécu des passages à vide, que ce soit Marie-Pierre Morin, Joël Legendre, toi, il y a quelque chose que tu te dis, j'ai droit à un pardon, j'ai droit à une rédemption, j'ai droit à mon cheminement, j'ai droit à être heureux aussi. Souvent, on est les pires juges. On va se taper tellement sa tête sur des choses qu'on a faites. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui sont capables de nous aimer puis de nous donner des chances puis de dire, ah non, regarde, on croit en toi puis ton rétablissement est la plus belle preuve que c'est possible. Ben oui, puis en thérapie, on m'a dit une phrase, ça c'est dans ceux que j'ai noté aussi, mais c'est arrête de te taper sa tête, les autres vont assez le faire. Mais c'est vrai, j'avais tellement tendance à tout le temps me taper sa tête. Je fais, gars, il y a du monde, là, c'est pas mal ceux qui font à temps plein me taper sa tête. Donc, ça m'a permis de m'enlever une petite charge. Puis je réalise, on en a parlé aussi un peu plus tôt, mais dans la vie, ceux qui te tendent la main sont plutôt rares. Mais chaque fois, c'est parce qu'eux aussi ont une expérience de vie qui les mène à tendre la main à ce moment-là. Puis, à chaque fois, ça a été des rencontres et des discussions et des personnes marquantes qui vont l'être pour toujours. Puis j'ose croire qu'un jour, je pourrais tendre la main moi aussi à des gens parce que je pense que c'est ça le cercle de la vie. De la vie. Comme tellement. Mufasa. Non, mais t'as tellement raison. Puis, tu sais, je connais plein de gens dans le métier et qui vivent des passages à vide pour toutes sortes de raisons. Puis moi, je dis souvent, tu le sais peut-être pas, mais c'est un cadeau mal emballé. Il y a quelque part quelque chose qui va te revenir en pleine face. Tu vas dire, OK, fallait que je passe par là. Ouais. Je sais pas si t'es déjà en train de goûter à ça, à cette espèce de déballage du cadeau mal emballé. Ben, autant pour Maude que pour moi, parce qu'on l'a vécu ensemble, tout ça. Ça fait déjà quelques mois, années que des gens qui sont dans des périodes un peu plus difficiles nous appellent. Puis juste ça, je fais « Oh mon Dieu, OK. » Ça veut dire que pour cette personne-là, elle ou moi, on a été dans les personnes qu'elle s'est dit « Ah, cette personne-là pourrait m'aiguiller, m'écouter ou avoir... me comprendre sans me juger. » Me comprendre sans me juger, passer visiblement par... Puis pour ça, c'est... Puis des fois, je me vois dans cette personne-là. Des fois, je sais pas quoi dire, puis je veux juste écouter. Des fois... Fait, quand tu dis... on est à ce moment-là où on est capable de faire, OK, bon, l'expérience que ça nous a amené, c'est aujourd'hui qu'on commence à voir à quoi ça servait. Exact. Ouais. J'ai fait une exception. Habituellement, après la première demi-heure, on part tout de suite avec le chapeau pour les questions, mais il y avait trop de belles choses, je voulais qu'on discute. Oui. Alors là, pour ce qui reste comme temps, un genre de 14-15 minutes peut-être, un peu moins, je veux qu'on s'amuse avec les questions. Et là, c'est tout. Il y en a une astique la question. Une pas pire gang. On les passera pas toutes. OK, on y va. Vas-y au hasard. Quelle est la chose pour laquelle tu es le plus reconnaissant dans la vie?
Ben, je pense que ce serait... Ben, c'est cliché, là, mais je pense que c'est le fait d'avoir eu 2 beaux enfants en santé qui m'ont permis de... Puis j'invite pas les gens à faire des enfants pour se prendre en main, mais ça m'a obligé à me sortir la tête de l'eau puis à me prendre en main. Après ça, je leur mets pas cette responsabilité-là sur les épaules. Non. Mais de faire, bon, là, j'ai choisi de vivre, de rester sur Terre, de vivre dans la sobriété. Eh bien, on continue à faire ce qu'il faut pour aller de l'avant puis avancer. Avant ta prochaine question, j'ai choisi de vivre, de rester sur Terre. Est-ce que ça sous-entend que tu as pensé à un moment donné tout arrêter? T'as-tu pensé au suicide? As-tu pensé? Oui, ouais? Oui, puis Wow. c'est sournois, là. Mm-hmm. C'est que c'est pas comme dans les films où que c'est du jour au lendemain puis que là, tu te dis, mon Dieu, je vois tout en noir et blanc. C'est des pensées intrusives qui prennent beaucoup de place dans ton quotidien. Puis qu'à un moment donné, tu fais, Caroline, je me mets à penser à ça trop souvent dans une journée. Puis, aussi, il y a quelque chose de quand tu es seul aussi, tu sais, quand les gens travaillent, quand tu es tout seul à la maison, puis tu regardes le plafond, à un moment donné, tu es irrationnel, puis tu deviens dans ta tête, puis tu commences à... Puis c'est l'arrivée de Léo, notre plus vieux, m'a comme donné une petite tape sur le museau à faire « OK, là, fais ce qu'il faut pour aller bien parce que là, ça dépend plus juste de toi. » Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je prends soin de moi et je fais ce qu'il faut pour garder une hygiène de vie de qualité. Bravo. Ben, merci. Next question, please. Next question, please. Tu aurais fait quoi en 2e choix de carrière si tu ne faisais pas le travail actuel? Ouais, j'ai réfléchi en esti, ça. Hein? Qu'est-ce que je ferais? Je t'avoue, j'aime... c'est encore dans le milieu artistique, là, mais les décors. Ouais, j'aime ça. Mon oncle travaille mon oncle et mon beau-père, à vrai dire, sont chefs décorateurs sur les plateaux. Puis j'aime ça. Tu sais, les époques, créer un lieu, meubler un endroit, je trouve ça le fun, je trouve ça artistiquement intéressant, puis t'es derrière la caméra et tout, donc j'aime bien ça. T'es un artiste? Ben, j'ai une façade artistique, j'ai pas une façade, j'ai un aspect artistique qui est très fort, puis que je serais triste de pas l'exploiter. Si tu pouvais imaginer un 24 heures de rêve, du réveil au coucher, ça serait quoi? J'aime beaucoup mes enfants, mais je pense que ce serait un 24 heures hors de la maison, en vacances, hors du pays, avec ma conjointe Maude. Puis on dormirait sûrement 23 heures sur 24. C'est bon. C'est moi, là, je suis un défi, là. Go! Qu'est-ce qui, actuellement, dans ta vie, est ton plus grand défi? Ben, Barbe Bleue. Qu'est-ce qui est mon plus grand défi en ce moment? Je pense que ça reste l'équilibre. C'est ça. Je pense que c'est l'équilibre. Tu sais, je pense qu'on a toutes... des billes à payer, on a tous des stress financiers, des stress familiales, des stress de travail. Je pense que c'est de me poser puis de pas me faire envahir par le stress ou l'angoisse du quotidien. Mm-hmm. Et surtout que tu le sais que si tu fais pas attention à toi, la conso est pas loin, là. Exactement. Elle est là. Oui. C'est une option, on veut pas, mais elle est là pareil. Oui, puis même avant la consommation, juste devenir une personne désagréable puis anxieuse, pour mon entourage, c'est pas le fun. Non. Donc, j'essaie de faire attention plus tôt que tard. Bravo. Si tu peux te réveiller demain matin en ayant gagné une qualité, un talent ou un don, ce serait quoi? OK, ben la patience. Je pense que j'aimerais être plus patient. Au quotidien, par rapport à plein de choses, puis tu vois, ma blonde, elle a quelque chose de très... peace and love est très... Ça m'amène beaucoup parce que je pars de vraiment plus loin. Moi, je suis dans le go, 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 puis on fait les... J'aimerais ça être capable d'être plus posé. Puis là, on parle pas que de travail, là, en général, d'être capable de regarder l'eau en me disant, regarde l'eau, elle est belle, l'eau. T'es pas encore très contemplatif. Non, puis c'est ça, en voiture, des fois, regarde le coucher de soleil, puis non, oui, il est beau le coucher de soleil. Non, j'aimerais travailler à plus être capable d'être contemplatif. T'as quel âge, là? J'ai 32. 32, hein? Ah. J'ai-tu le temps? T'as du temps pour devenir contemplatif, mais tu sais, m'attends pas d'avoir 75 ans pour l'être. Ouais, l'hospice, là. Si une boule de cristal pouvait dire la vérité sur ton futur, que voudrais-tu savoir? Oh!
Très intéressant. C'est bizarre, là, mais je ramène ça. Je voudrais pas savoir des affaires de santé ou des je me tente pas, là. On dirait que je veux savoir si est-ce que je vais faire ce métier-là longtemps? Est-ce qu'à un moment donné, je vais me dire, hey, comme un peu avec la consommation ou peu importe, mais j'ai fait le tour. OK. Je me pose cette question-là des fois. Ça vient avec tellement de beau, ça vient avec beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Est-ce que je vais faire ça longtemps? Est-ce que je vais continuer à essayer d'être... c'est ça, je me pose cette question-là. Sinon, l'autre, la vérité... sur mon futur, ouais. Je pense que ce serait ça. Ouais, mais en même temps, t'as une belle passion pour ton travail. T'aimes ça, t'aimes encore ça, mais t'aurais une couple de millions en banque, là, puis tu serais pas obligé de travailler. Est-ce que tu ferais encore ça? Oui. Moi, c'est quasiment le contraire. À me dire, est-ce qu'à continuer à... Parce qu'il y a quelque chose d'épuisant à tout faire, puis à porter aussi la création d'un spectacle, l'envie de peaufiner chaque blague, que ce soit bon, de créer ce show-là, de faire de la tournée, c'est beaucoup de route. J'ai tellement de fun sur scène. Est-ce que le reste va gruger tellement d'énergie que ça en vaudra plus la peine? Pour l'instant, ça en vaut vraiment la peine, même d'avoir tout traversé ça pour refaire ce métier-là, ça en vaut la peine. Mais je me demande si à un moment donné, je vais-tu faire je pense que c'est bon. Ah ouais. Ce que j'espère pas, mais qui peut peut-être arriver un jour. On le sait pas. Mais pour l'instant, t'es enivré, passionné, allumé. Puis c'est ce qui m'a le plus rassuré, honnêtement. Good. On dirait qu'il faut que je passe à travers le chapeau, mais t'en as 700 questions. Ah non, oublie ça, tu passeras pas, là. Quelle a été ta plus grande surprise dans ta vie? Quelle a été la plus grande surprise dans ta vie? Je dirais... c'est cliché encore là, mais je dirais mon amoureuse. Parce que moi, j'avais la mauvaise habitude de tester pas mal les gens, à savoir s'ils allaient rester. Mm-hmm. C'est ça. Constamment... c'est un peu le syndrome de je vais pousser la limite le plus loin possible parce que je veux vraiment vérifier si tu vas m'abandonner ou peu importe. Puis cette personne-là, non seulement est restée, mais elle m'a permis... elle m'a fait comprendre, parce que je l'ai compris relativement seul, mais elle m'a comme mis au pied du mur pour que je comprenne que je devais faire des changements drastiques dans ma vie si on voulait que ça continue. Puis, elle m'a inculqué des très, très belles valeurs familiales, puis par rapport à plein d'aspects de ma vie qui n'avaient tellement pas été dans mon éducation, si on veut, que je trouve ça beau. Puis on se dit pas ça au quotidien, tu sais, ces genres de trucs-là. Mais je le sais que le soir, je me couche puis je fais comme merci la vie. Ça c'est une rencontre qui l'aura changé pour le mieux. Et pour elle aussi. J'espère. Je vais lui demander tantôt. Ben ouais, hein? En tout cas, elle est maman 2 fois. Maman 2 fois, de 2 amours. Mais un ce matin, il gueulait, là. Il gueulait. Y a-t-il quelque chose que tu rêves de faire depuis longtemps? Pourquoi ne l'as-tu pas réalisé? Ah! J'aimerais ça... C'est... Ouais. Y a-t-il quelque chose que tu rêves de faire depuis longtemps? Tu l'as pas encore fait. J'aimerais ça participer, dans l'ombre, là, à un projet de société. J'aimerais ça que... Tu sais, je suis né en 92, le dernier référendum, c'est en 95, disons, là. Mais quelque chose qui mobilise les Québécois. Puis comme je te dis, pas dans Lucien Bouchard, le Bronizard nécessairement, là, mais juste quelque chose qui... C'est niaiseux, mais tu te souviens-tu quand il y a eu l'éclipse il y a 1 an? Ben oui. Je voyais dans le parc, je voyais dans la rue, tout le monde, que ce soit, peu importe la tranche d'âge, l'ethnicité, le milieu, je voyais tout le monde dehors avec des lunettes à regarder une chose, puis j'avais des frissons. Je voyais ça au parc, le monde chanter, danser, je voyais de tout. Je trouvais ça tellement beau. J'étais comme, mon Dieu, je sais que là, c'est une journée, c'est banal. On peut le ressentir des fois avec les séries des Canadiens, même si moi, je suis pas le hockey, mais j'aimerais ça qu'on vive quelque chose comme ça. J'aimerais ça être de mon vivant, voir un projet de société au Québec. Auquel tu participes
t'as un rôle à jouer, qu'il soit devant ou derrière la scène. Oui, tu sais, je veux pas c'est ça, je veux OK. pas être René Lévesque. Je me dis juste, j'aimerais ça participer à quelque chose qui fait que le Québec, on se mobilise tout ensemble vers un but commun, de le sentir là, qu'il se passe quelque chose. On dirait que c'est normal, là, on est la mondialisation, le fait que tout le monde fait son petit bonhomme de chemin un peu plus en solo, mais je fais ça ferait du bien. Wow! Ouais. Ah, c'est beau, c'est grand en tout cas. Oui, mais comme je te dis, puis c'est pas mégalomane que je veux être premier ministre. Là. J'aimerais ça vivre quelque chose comme ça. OK, c'est bon. Quelle est ta plus grande peur? C'est bizarre parce que j'ai des amis qui ont des enfants de notre âge qui ont appris récemment que leur petite fille était malade. Puis c'est un peu comme tout, tu sais, tant que tu le vis pas, dans ta tête, ça existe pas ou c'est pas toi qui vas le vivre. Puis là, d'avoir des gens aussi proches de nous qui ont un de leurs 2 enfants qui est malade, Puis faut pas oublier. Sur le coup, souvent, ça te fait un choc, puis après ça, tu reprends ta routine, mais de se souvenir qu'on est choyé quand on est en santé. Ouais. Que la maladie, c'est s'il y a bien une chose qu'on contrôle pas, puis qui s'en câline que t'es un souper important au restaurant ou que... Puis ça arrive. Ouais. Comme ça. Ouais. Donc, tes amis vivent ta plus grande peur, alors que toi, quand tu as une peur comme ça qui apparaît, tu dis non, on l'enlève. Mais les autres, ils peuvent pas l'enlever, là. La pensée, le fantasme d'avoir un enfant malade, ils le vivent. Ouais. Donc, ça, c'est ta plus grande peur d'avoir des petits garçons qui seraient. Malade. Ah, wow. Parce qu'il y a bien des choses que je prendrais la balle pour eux ou que et que ça, t'as pas le contrôle. Puis on le voit aussi à quel point c'est délicat parce que tu peux pas. Il n'y a pas mille façons sauf la présence ou la bienveillance d'aider. Tu peux pas dire je vais te donner 500 millions, ça va se régler, ou je vais t'acheter une maison, ça s'achète pas, ça se. Fait que c'est de la présence, encore là, sans toujours tomber dans la victimisation, parce que les autres, ils le vivent au quotidien puis qu'ils n'ont pas envie d'être... Fait que c'est délicat, mais je pense à eux à chaque jour. Puis c'est une petite... c'est ça. Je pense qu'on oublie rapidement. Puis c'est la même affaire, là, à chaque fois que t'as un petit quelque chose, une gastro, une sinusite, tu fais comme... C'est fatigant. Puis c'est là que ça te rappelle, mon Dieu, je suis chanceux d'être en santé le reste de l'année. Tellement. Mais on devrait encore plus l'apprécier, puis de se le répéter. Ouais. Dernière question, ça vient d'ici, de mes feuilles. OK. Tu vas compléter la phrase, les 3 petits points. Alors, Julien Lacroix, c'est 3 petits points. Tu complètes ça comment? Julien Lacroix, c'est quelqu'un qui d'habitude parle pas de lui à 3e personne, mais qui a le désir profond de toujours faire mieux, de se faire challenger dans la vie, au quotidien, par rapport à peu importe l'aspect, parce que fondamentalement, je veux faire le mieux possible dans toutes les sphères de la vie. Voilà. Quelle belle heure. Merci. Merci, ça a passé tellement vite. Wow. Puis, toujours un plaisir, Jean-Marie, de te voir. Merci On beaucoup. se voit pas souvent, mais c'est tout le temps significatif. 100%. Encore. Merci. Merci. Vous avez entendu Julien Lacroix aujourd'hui à l'émission Porte-Parole. Cette émission, l'idée originale vient de Marie-Philippe Lemarbre. Philippe Lapointe, qui est le directeur de la station ici. Merci. Merci à Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion, à Mathieu Tessier, notre metteur en ondes, Claire Guérin à la recherche et à la coordination. Ici Jean-Marie Lapointe, merci d'avoir été avec nous pour cette autre émission de Porte-Parole, puis je vous dis à très bientôt. Bye.